As-tu déjà entendu parler de l'étoile en diamant dont la valeur surpasse celle de toutes les richesses de la Terre, ou de ces étoiles scintillantes dont la surface est faite de fer solide? Jetons un coup d'œil à ces étranges astres et essayons de percer leur mystère. Il y a une étoile dans la constellation du Centaure que l'on a surnommée Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, c'est bien le titre d'une chanson des Beatles. On a découvert que cette étoile contenait un diamant massif en son cœur. Mais tu te demandes peut-être quelle est la taille réelle de ce diamant. Eh bien, on l'estime à environ 10 milliards de billions de carats. Un 1 suivi de 34 zéros. Pour mettre cela en perspective, le diamant Hope, l'un des plus gros diamants sur Terre, ne fait que 45,5 carats. Peux-tu imaginer la taille de la bague que tu pourrais fabriquer avec ce diamant stellaire? Et il a à peu près la même masse que notre Soleil. Mais ne t'emballe pas trop vite à l'idée de posséder ce diamant. Même si tu étais Jeff Bezos, tu ne pourrais pas te l'offrir. Selon Ronald Winston, PDG de la société Harry Winston, la taille de ce diamant risquerait de faire chuter les cours du marché. Tu devras donc te contenter d'une bague de fiançailles beaucoup plus petite. Une chose intéressante à propos de Lucy in the Sky with Diamonds est qu'elle est incroyablement dense. Sa masse est celle du Soleil, mais à l'intérieur d'un diamètre équivalent à un tiers de celui de la Terre. Comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte à chaussures. Et pourtant, malgré cette taille imposante, elle est relativement froide, avec une température centrale d'environ 6649 degrés Celsius seulement. En comparaison, la température centrale de notre Soleil est d'environ 15 millions de degrés. Depuis la découverte de Lucy in the Sky with Diamonds, on a trouvé plusieurs autres étoiles cristallisées, dont certaines ont un cœur de diamant de la taille de la Terre. Cela prouve bien que l'univers est plein de surprises, et qu'on ne sait jamais quel genre de trésor on découvrira dans la vaste étendue de l'espace. Nous avons trouvé d'autres curieuses étoiles. Il y a beaucoup de choses étranges et inexpliquées dans l'espace. Prenons l'exemple de Vega. Vega, qu'on appelle aussi Alpha Lyrae, est une étoile située dans la constellation de la Lyre. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et elle est facilement visible à l'œil nu dans la plupart des régions du monde. Pour nous, habitants de l'hémisphère nord, Vega est une belle étoile lumineuse. Mais nous avons découvert l'un de ses secrets. Elle est en fait un peu écrasée. Sa vitesse de rotation fait qu'elle se renfle à l'équateur, comme si elle avait un peu de ventre. Elle tourne une fois toutes les 12,5 heures, ce qui est assez rapide pour une étoile. Et elle projette de la matière autour d'elle. C'est un peu comme si elle faisait du hula hoop. Cette matière étant assez éloignée de son centre, elle subit donc moins la gravité, ce qui la refroidit et l'assombrit. On appelle ça assombrissement par la gravité. Vega est donc le pire cauchemar d'un conseiller en fitness cosmique. Pour nous qui l'observons, elle paraît toujours ronde, parce que nous la regardons depuis l'extrémité du pôle de la Terre. Si nous l'observions depuis un autre angle, nous aurions une vue très différente. Et nous nous demanderions si Vega ne se goinfre pas de beignets cosmiques quand nous lui tournons le dos. Mais même si nous nous moquons un peu de son tour de taille, il est indéniable que Vega reste l'une des étoiles les plus fascinantes de notre galaxie. Mais tu veux voir quelque chose de vraiment brillant? Que dirais-tu d'une supernova? Les supernovas sont de gigantesques explosions qui se produisent lorsque les étoiles atteignent la fin de leur vie. C'est comme le bouquet final d'un feu d'artifice, mais à l'échelle cosmique. Elle libère plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'étoile que nous allons voir maintenant. Un objet céleste nommé IPFT I4HLS. Mais il y a un hic. Il ne s'agit pas d'une supernova ordinaire. Cette étoile a bien explosé en 2014 et a commencé à s'éteindre comme attendu. Mais elle a ensuite recommencé à briller.
Tu parles d'une entrée en scène. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a continué à s'éteindre, puis à s'illuminer au moins 5 fois au total. Un peu comme un yo-yo. C'est comme si elle n'arrivait pas à décider si elle voulait continuer à briller ou s'éteindre pour toujours. En outre, lorsque les scientifiques ont mesuré le spectre de cette supernova, ils ont constaté qu'elle évoluait 10 fois plus lentement que les autres étoiles. Peut-être qu'elle souhaite simplement profiter un peu de sa vieillesse. En somme, cet objet est un véritable mystère. Mais ce n'est pas la seule étoile souffrant du syndrome 2 en 1. À première vue, MY Camelopardalis semble assez ordinaire. Mais en y regardant de plus près, les astronomes ont découvert qu'il s'agissait en fait de 2 étoiles. Elles tournent l'une autour de l'autre à plus de 950 000 km/h. Il s'agit d'un système stellaire binaire à contact, ce qui signifie que les étoiles sont si proches l'une de l'autre qu'elles partagent une enveloppe commune. En d'autres termes, elles sont si proches qu'elles se bécotent, littéralement. Ces Roméo et Juliette célestes sont l'une des étoiles binaires les plus massives que l'on connaisse. Elles pèsent respectivement 32 et 38 masses solaires. Et nos astronomes pensent qu'elles pourraient être sur le point de fusionner. Ce qui signifie qu'un jour, elles pourraient se combiner pour former une super étoile géante. Qui aurait cru que l'espace pouvait être si romantique ? Voici maintenant un autre nom à rallonge. HD 140283, l'étoile Mathusalem. Ce petit bonhomme dans la constellation de la Balance existe depuis un bout de temps. Et par un bout de temps, je veux dire très très longtemps. En fait, les scientifiques pensaient qu'elle était plus vieille que l'univers lui-même. Imagine un peu si c'était vrai. Mais ils ont fini par découvrir qu'elle avait environ 14 milliards d'années, soit le même âge que notre univers. C'est quand même assez impressionnant. Elle est si vieille qu'elle se souvient de l'époque où la Voie lactée n'était qu'une petite galaxie. Malgré tout, elle a encore un peu de vie en elle. Elle commence tout juste à se transformer en géante rouge, ce qui est un peu comme lorsque tu atteins la trentaine. Elle vieillit donc assez bien. Mais si toutes ces choses restent plus ou moins compréhensibles, que dire de cette étoile que les astronomes ont surnommée WTF, ou qu'est-ce que c'est que ce truc ? On l'appelle aujourd'hui l'étoile de Tabi. Elle a aussi un nom plus scientifique, mais il est un peu long. Ce qui est vraiment bizarre chez elle, c'est sa luminosité irrégulière. Pour une raison inconnue, elle ne brille pas comme une étoile normale. Elle clignote, comme quand on allume et éteint une lampe de poche. Et il ne s'agit pas d'une petite baisse de luminosité, mais d'une chute de 22%. Ce n'est donc pas parce qu'un objet viendrait la cacher de temps à autre. Les scientifiques ont toutes sortes de théories sur ce comportement étrange. Des comètes, de la poussière, une mégastructure extraterrestre. Oui, mais avant que ton imagination ne s'emballe, il est important de noter que l'explication la plus probable est celle de la poussière. L'étoile serait entourée d'une espèce de nuage de poussière qui nous empêcherait parfois de la voir nettement. Mais cette explication n'est pas encore confirmée à 100%. Et il reste encore beaucoup de mystères autour de l'étoile de Tabi. Une chose est sûre, elle est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce qui la rend si fascinante. Et voilà, mon ami. Nous restons émerveillés par l'incroyable diversité et par l'étrangeté du cosmos. Il y a encore tant de choses à découvrir, alors continuons à explorer l'univers à la recherche de ces fabuleux trésors. Le système solaire compte 8 planètes, toutes très différentes les unes des autres. Elles varient en taille, en composition et en distance par rapport au Soleil. Certaines sont composées de gaz, tandis que d'autres sont petites et rocheuses. Mais elles partagent une caractéristique commune. Elles sont toutes sphériques. Cela soulève une question. Pourquoi ne prennent-elles pas des formes telles que des pyramides, des disques ou des cubes ?
La formation des planètes débute lorsque de la matière présente dans l'espace commence à s'agglomérer. Une fois qu'une planète accumule suffisamment de masse, sa gravité devient suffisante pour maintenir ces éléments ensemble. Cette gravité agit uniformément dans toutes les directions, ce qui explique pourquoi les planètes adoptent une forme sphérique. Cela dit, une planète doit-elle nécessairement être sphérique? Par exemple, pourrait-il exister une planète en forme de donut? Selon les lois de la physique, une telle forme est théoriquement possible, mais son apparition naturelle est hautement improbable. De plus, rien ne garantit qu'une planète toroïdale serait suffisamment stable pour perdurer. Mais imaginons un instant à quoi ressemblerait la vie sur une Terre en forme de beignet. Elle conserverait probablement sa position actuelle par rapport au Soleil, ainsi que son inclinaison axiale. Les fusées pourraient encore être lancées dans l'espace, mais uniquement depuis l'équateur du beignet, qui constituerait l'endroit idéal pour échapper à la gravité terrestre. Toutefois, la gravité sur une telle Terre serait sensiblement perturbée. Votre poids varierait considérablement selon votre emplacement précis. À certains endroits, il pourrait être 3 fois inférieur à celui que nous connaissons. Alors que la Terre actuelle offre une gravité de surface équivalente à un G, une planète en forme de donut aurait une gravité de 0,65 G au pôle et d'à peine 0,3 G à l'équateur. Une valeur comparable à celle de Mars. Se déplacer dans ces zones donnerait l'impression de marcher sur la planète rouge. Même si cette Terre en forme de donut présenterait une gravité réduite, elle subirait une pression constante à s'effondrer sur elle-même et revenir à une forme sphérique. Pour maintenir sa structure, la planète devrait tourner beaucoup plus vite que sa rotation actuelle. Cette accélération permettrait aux forces centrifuges de stabiliser le trou central du beignet et d'empêcher son effondrement. Cependant, une telle rotation rapide modifierait radicalement la durée d'une journée terrestre qui ne durerait plus que 2 heures et 50 minutes. Si nous choisissions malgré tout de conserver une journée de 24 heures, cela entraînerait jusqu'à 8 levées et couchers de soleil par jour. Une telle fréquence bouleverserait nos rythmes de vie, nous obligeant à travailler et dormir indépendamment de la luminosité extérieure. Les perturbations seraient encore plus marquées pour les animaux, dont les cycles biologiques, notamment la migration, la chasse et la reproduction, dépendent étroitement des mouvements du Soleil et de la Lune. En ce qui concerne la Lune, que deviendrait-elle si la Terre avait une forme de donut? La bonne nouvelle est que notre satellite naturel resterait à nos côtés. Toutefois, il pourrait être attiré vers le trou central de la planète et osciller d'un côté à l'autre à travers celui-ci. Alternativement, la gravité exercée par les bords extérieurs de la Terre pourrait l'amener à suivre une orbite en forme de 8 autour de notre planète. Mais ces orbites inhabituelles auraient des conséquences désastreuses sur les marées terrestres. Les océans subiraient des fluctuations imprévisibles de leur niveau, rendant impossible la construction de villes côtières. Il est difficile de déterminer où les populations humaines s'établiraient sur une Terre en forme de beignet, mais il est probable que le trou central serait bordé de chaînes montagneuses colossales, surpassant en taille tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Vivre sur les bords de cette planète offrirait néanmoins des panoramas exceptionnels et uniques. L'histoire de cette Terre serait également très différente. Les humains ne traverseraient jamais les océans, évoluant séparément sur des continents isolés. Cependant, cette planète ne présenterait pas de zone excessivement hostile à la vie, et, par conséquent, ne connaîtrait probablement pas de grandes extinctions de masse. Nous n'avons encore jamais regardé au-delà de la limite de l'univers observable. Que s'y trouve-t-il? Si nous y parvenions, trouverions-nous un autre univers? Et si l'univers dans lequel nous vivons n'était qu'un parmi des milliards d'univers existants? Je parle ici du concept de multivers. L'idée d'univers parallèle existe depuis un moment déjà. Prenons l'un d'entre eux. Il ressemble exactement à notre univers. Et pourtant, certains détails diffèrent. Peut-être qu'au lieu de devenir médecin, vous avez choisi d'y monter un groupe de musique. Peut-être qu'un astéroïde infâme a changé sa trajectoire, et que dans cet univers, les dinosaures parcourent toujours la Terre. Mais la théorie du multivers va encore plus loin. Ceux qui y croient affirment qu'il pourrait y avoir d'innombrables réalités. Selon cette théorie, nous vivons dans une bulle au milieu de nombreuses autres bulles. Et j'imagine que le tout ressemble à de la mousse de bain. Ces bulles apparaissent et disparaissent constamment. Les multivers sont décrits par quelques théories scientifiques qui évoquent divers scénarios possibles. Des univers distincts qui surgissent sans cesse, par exemple, ou des régions de l'espace qui se trouvent dans des plans différents de celui de notre univers d'origine. Mais il y a une chose sur laquelle ces théories s'accordent. Toutes suggèrent que l'espace et le temps tels que nous les observons ne sont pas la seule réalité. En effet, il est impossible d'expliquer toutes les bizarreries de notre univers s'il est le seul à exister. Il s'agit donc soit d'inventer de nouvelles théories susceptibles d'éclairer certaines propriétés de l'univers, soit d'accepter le fait que nous ne sommes pas en mesure d'expliquer toutes les particularités de notre univers.
ou d'accepter le fait que nous vivons dans un univers parmi une multitude d'autres, tous différents. L'une des théories du multivers les plus connues est celle de la cosmologie inflationniste. Il s'agit de l'idée selon laquelle, juste après le Big Bang, l'univers a connu une expansion rapide et exponentielle. En effet, l'inflation cosmique explique de nombreuses propriétés de l'univers que nous observons, par exemple la distribution des galaxies. Lorsque cette théorie a été suggérée pour la première fois, elle a été perçue comme relevant de la science-fiction. Mais elle peut effectivement expliquer des tonnes de phénomènes intéressants, si bien qu'avec le temps, les gens ont commencé à la prendre au sérieux. Aujourd'hui, ces théoriciens affirment que l'inflation pourrait se reproduire à l'infini. Le résultat, des constellations d'univers bulles. Bien entendu, aucune de ces bulles ne peut avoir les mêmes propriétés que la nôtre. Il peut même y avoir des endroits où la physique telle que nous la connaissons n'existe pas. Mais même si certains de ces univers peuvent ressembler aux nôtres, ils se situent tous au-delà des limites de ce que nous pouvons observer directement. Une autre théorie, appelée « interprétation des mondes multiples », affirme qu'il pourrait y avoir de multiples lignes temporelles ramifiées ou réalités alternatives. Dans chacune de ces réalités, nos décisions ont des effets différents, ce qui se traduit par des résultats très variés. En même temps, la seule réalité que vous pouvez percevoir est celle dans laquelle vous vivez. Si c'est vrai, la question qui se pose est la suivante. Où sont tous ces autres univers ? Il est fort probable qu'ils se chevauchent et forment des dimensions auxquelles nous n'avons absolument pas accès. Et pour l'instant, il est impossible de voyager entre les univers. Mais qui sait ? Peut-être que dans quelques milliers d'années, on trouvera non seulement le moyen de prouver l'existence des univers parallèles, mais aussi d'inventer une méthode pour passer de l'un à l'autre. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve solide de l'existence des multivers. Toutes les preuves dont nous disposons sont purement théoriques. Certains experts affirment même que le fait que le Big Bang ait créé un univers aussi parfaitement équilibré que le nôtre constitue une incroyable coïncidence cosmique. Et, si les univers parallèles existent bien, il se peut que nous soyons simplement nés dans celui qui réunissait toutes les conditions nécessaires à notre survie. Il est encore peu probable que la théorie des multivers puisse être testée. Mais peut-être n'avons-nous pas encore pensé au bon test ? Maintenant, voici une idée vraiment effrayante. Et si, à un moment donné, vous aviez cessé d'exister dans votre univers d'origine, celui dans lequel vous êtes né, et si votre conscience avait été transportée dans un univers parallèle, celui dans lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo ? À réfléchir. Les conditions extrêmes qui règnent à l'intérieur de la Terre rendent impossible l'exploration de ce mystérieux monde souterrain. Des hommes sont allés sur la Lune, des robots ont exploré Mars, la sonde spatiale New Horizons a pris des photos de Pluton à des milliards de kilomètres de là. Et pourtant, nous ne savons pas avec certitude ce qui se trouve à environ 6500 km sous nos pieds. Une chaleur incroyable et une pression insondable maintiennent le centre de la Terre hors de portée. Mais les scientifiques ont trouvé une solution. Ils examinent les ondes sismiques produites lors des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, ainsi que les ondes lumineuses émises par le Soleil. Ces observations leur permettent de mettre en lumière certains des aspects les plus fascinants de l'intérieur de notre planète. Notre planète est comme un oignon, avec 4 couches différentes. Il s'agit de la croûte, du manteau, du noyau externe et du noyau interne. Il existe également des zones de transition entre ces couches. La couche supérieure est la croûte terrestre. Elle ressemble à la coquille d'un œuf dur. Elle est fine et dure. Elle représente moins d'1% de la masse de la planète et son épaisseur varie entre 5 et 65 km. Des trous assez profonds ont été percés dans la croûte terrestre. Mais ils n'ont jamais été assez profonds pour la traverser entièrement. Une fois que les foreuses atteignaient un tiers de la profondeur, les températures devenaient trop élevées et l'équipement ne pouvait plus fonctionner. La croûte terrestre est divisée en plaques tectoniques. Elles permettent à la chaleur de s'échapper de l'intérieur de la Terre. La couche suivante est le manteau. D'une épaisseur d'environ 2900 km, il représente près de 84% du volume de la planète. Le manteau est constitué de roches silicatées, chauffées à blanc et riches en fer et en magnésium. Si vous parveniez à mettre la main sur un morceau du manteau de notre planète et que vous le refroidissiez à température ambiante, vous obtiendriez une matière mouchetée de couleur vert olive. Il contiendrait également des grenats de magnifiques minéraux cubiques rouges. Plus profondément dans le manteau, cette substance se transforme en 2 nouveaux minéraux, qui deviennent jaunes et orange brunâtres à température ambiante. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2250 km, est liquide. Il est composé de fer et de nickel, mais la pression n'y est pas assez élevée pour qu'il se solidifie.
Si vous atteigniez la limite entre le noyau externe et le noyau interne, vous connaîtriez des températures de plus de 5000 degrés Celsius, ce qui est presque aussi chaud que la surface du Soleil. Et la pression y est 3 600 000 fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Le noyau interne est une boule solide composée de fer et de nickel, d'un rayon d'environ 1200 km. Il représente 20% du rayon de la Terre et 70% de celui de la Lune. Mais voyons comment nous avons découvert tous ces détails. Lorsque les plaques tectoniques qui composent la croûte terrestre se déplacent l'une vers l'autre, elles ont tendance à s'accrocher et à se briser. C'est ce phénomène, ainsi que les ondes d'énergie qui l'accompagnent, que l'on appelle un tremblement de terre. Il crée des ondes sonores trop faibles pour être entendues par l'oreille humaine. Mais à l'aide d'un équipement spécial, les scientifiques peuvent déterminer quand et où un tremblement de terre s'est produit. Lorsque les tremblements de terre font vibrer le sol de notre planète, ces ondes se propagent de différentes manières à travers le monde et peuvent nous donner un aperçu de ce qui se trouve en dessous. Les chercheurs utilisent la modélisation informatique pour créer des images de ce qui se trouve à l'intérieur de la Terre. Vous pensez probablement que le champ magnétique de la Terre est créé par une grosse boule de fer solide au centre de la planète, le noyau interne, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que dans le noyau interne, les températures sont si élevées que le magnétisme même du fer est modifié. Lorsqu'une telle température, appelée point de Curie, est atteinte, les atomes ne peuvent plus s'aligner sur un point magnétique. En réalité, le champ magnétique terrestre est donc créé par le noyau externe tourbillonnant. Le magnétisme y est plus de 50 fois supérieur à celui de la surface. Le fer liquide contenu dans le noyau externe conduit parfaitement l'électricité, ce qui lui permet de créer des courants électriques à l'origine du champ magnétique. Sans cela, notre planète ne pourrait pas conserver son atmosphère. Nous perdrions ainsi notre principale protection contre les radiations spatiales extrêmement dangereuses. Tu poses le pied sur la surface de la Lune. C'est dépaysant. Tu te sens clairement plus léger ici, et il est plus facile de marcher. Tu décides de mettre à exécution ce projet qui t'obsède. Sauter comme un cabri sur le satellite naturel de la Terre. Et malgré ton encombrante combinaison spatiale, tu t'envoles littéralement dans les airs. Wouhou! Ok, ça c'est fait. Tu continues ta promenade sur la surface de la Lune lorsque tu ressens quelque chose d'étrange. Le sol sous tes pieds tremble. On dirait qu'un tremblement de terre est en train de se produire sur la Lune. Mais c'est tout simplement impossible, ou peut-être pas. Surprenamment, ton intuition a vu juste cette fois-ci. Les séismes sur la Lune existent bel et bien. En fait, il existe 4 types de tremblements de Lune qui soient suffisamment puissants pour être détectés à grande distance. Il y a les tremblements de Lune profonds qui se produisent à près de 700 km sous la surface. Il y a ensuite les impacts de météorites. Les tremblements thermiques, eux, ont lieu lorsque la croûte lunaire glaciale se dilate. Ils se produisent lorsque le soleil matinal illumine le satellite après une nuit lunaire frigorifique de 2 semaines. Il y a aussi des tremblements de lune superficiels. Ce sont les seuls qui s'apparentent aux tremblements de terre de notre planète. Ces séismes lunaires se produisent à une profondeur de 20 à 30 km sous la surface. Ce sont les plus puissants et les plus dangereux. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique Apollo a enregistré 28 séismes lunaires de ce type. Et certains d'entre eux avaient une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, un tel tremblement de terre serait assez fort pour fissurer le plâtre et déplacer des meubles imposants. De plus, les tremblements de lune superficiels durent très longtemps par rapport aux tremblements terrestres. Une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Un tremblement de terre moyen, quant à lui, dure généralement de 10 à 30 secondes. Les scientifiques ne sont toujours pas certains des causes des tremblements de lune superficiels, ni même l'endroit exact où ils se produisent. L'une des théories voudrait que ces séismes lunaires se produisent au bord de grands cratères, relativement récents, qui s'affaissent probablement de temps à autre. Il est intéressant de noter que la Lune et la Terre ne sont pas les seuls endroits où des séismes se produisent. Les scientifiques ont enregistré des séismes, des tremblements, des vibrations et des secousses dans d'autres régions de notre système solaire également. Prenons l'exemple de Mercure. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que cette planète rétrécissait. Et c'est pourquoi elle semble être tectoniquement active. Prenons encore Vénus. Cette planète est un casse-tête tectonique pour les experts. À l'heure actuelle, Vénus n'a pas de plaque tectonique à proprement parler, et il se pourrait qu'elle n'en ait jamais eu. Mais sa surface présente des rides et des failles qui donnent l'impression qu'elle pourrait bien avoir des plaques tectoniques. D'un autre côté, ces caractéristiques pourraient être apparues des suites d'autres processus. L'activité volcanique, par exemple. Mais même si nous n'avons pas encore observé de séismes sur Vénus, les chercheurs pensent qu'ils pourraient les détecter car leurs vibrations produiraient des ondulations dans l'épaisse atmosphère de la planète.
Et maintenant, Mars. Nous savons avec certitude que cette planète est sismiquement active. Un module de la NASA a placé un sismomètre à la surface de la planète rouge. Et en 2019, il a réussi à mesurer son premier tremblement de Mars. Par la suite, l'atterrisseur a continué à enregistrer des tremblements. Mais ils étaient si faibles que s'ils se produisaient sur notre planète, ils seraient complètement couverts par le bruit de fond des océans terrestres. Mais un corps spatial n'a pas besoin d'être une planète à part entière pour avoir une tectonique active. Prenons Pluton. Cette planète naine est géologiquement active en ce moment même. En 2014, la sonde spatiale New Horizons de la NASA survolait le système de Pluton lorsqu'il a détecté des caractéristiques géologiques complexes sur cette planète naine. Les scientifiques en ont conclu que Pluton pourrait connaître des secousses lorsque son océan d'eau liquide gèle et dégèle sous sa croûte glacée. Les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que les lunes de Saturne, Titan et Encelade, sont également actives géologiquement, en dépit de leur petite taille. Leurs caractéristiques vont des volcans et des panaches d'eau à de potentiels océans souterrains. Et maintenant, je parie que tu ne connais pas ces faits étonnants sur les tremblements de terre qui se produisent sur notre propre planète. Il y a un endroit sur Terre où se produisent 90% de tous les tremblements de terre. Il s'agit de la ceinture de feu qui s'étend autour de l'océan Pacifique, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Amérique du Sud. Ça ressemble plus à un fer à cheval qu'à une ceinture. Quoi qu'il en soit, les experts affirment que ces innombrables tremblements de terre sont causés par l'abondance de volcans dans cette région et par le mouvement constant des plaques tectoniques. Environ 1,5 million de tremblements de terre se produisent sur Terre chaque année, mais beaucoup d'entre eux se produisent très profondément dans la croûte terrestre, et seul un équipement de pointe peut les détecter. Nous ressentons environ 20% de tous ces tremblements de terre, et seulement 100 d'entre eux causent de réels dégâts. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en mai 1960. Il était d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter et a été véritablement dévastateur. Pendant le tremblement de terre, les sismographes ont détecté et enregistré des ondes sismiques qui ont parcouru la planète entière et elles ont secoué le globe pendant plusieurs jours. Quant au tremblement de terre le plus puissant survenu aux États-Unis, il était de 9,2 et s'est produit en Alaska. À propos, l'Alaska est, avec la Californie, l'État américain le plus exposé aux tremblements de terre et l'une des régions du monde les plus actives sur le plan sismique. Un tremblement de terre de magnitude 7 s'y produit presque chaque année. Un mégaséisme peut en fait raccourcir la durée d'une journée pour l'ensemble de la planète. La NASA affirme que les très gros tremblements de terre peuvent déplacer l'axe de notre planète et, par conséquent, modifier la durée du jour. Bien sûr, tu ne t'en rendras pas compte, puisque ce changement se mesure en microsecondes. Et qu'une microseconde, ce n'est qu'un millième de seconde. Les scientifiques pensent que le tremblement de terre de Sumatra de magnitude 9,1, qui s'est produit en 2004, a raccourci la journée de 6,8 microsecondes. Même les meilleurs spécialistes sont incapables de prédire un tremblement de terre. C'est essentiellement parce que les mécanismes qui engendrent les séismes se trouvent très profondément sous terre. Mais de nos jours, nous avons appris à calculer avec davantage de précision le moment où un tremblement de terre pourrait se produire. Les tremblements de terre peuvent être déclenchés par des éruptions volcaniques ou, à tout hasard, par des impacts de météorites. Mais la plupart d'entre eux sont causés par les mouvements des plaques tectoniques de notre planète. La surface de la Terre est constituée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. La pression augmente lorsqu'elle se déplace, ce qui peut entraîner la rupture de la croûte de notre planète. San Francisco se déplace en ce moment même vers Los Angeles. Et la vitesse de ce mouvement est d'environ 5 cm par an. C'est aussi rapide que la pousse de tes ongles. Cela se produit parce que les deux côtés de la faille de San Andreas, qui est une faille continentale s'étendant sur 1200 km à travers la Californie, glissent l'un sur l'autre. Ainsi, dans plusieurs millions d'années, Los Angeles et San Francisco seront voisines. Les lacs, les étangs et les canaux se réchauffent légèrement et commencent à sentir mauvais avant un tremblement de terre. Cela se produit parce que des gaz sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent. La plupart des animaux ressentent ces signes et modifient leur comportement en fonction. Ainsi, les scientifiques ont remarqué que les crapauds disparaissaient complètement avant un tremblement de terre en Italie en 2009. Mais dès que la catastrophe naturelle s'est achevée, ils sont revenus. Même après la fin d'un tremblement de terre, il se peut que tu vois encore de l'eau s'agiter dans ta piscine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un phénomène hydrodynamique appelé la sèche. L'eau peut continuer à clapoter pendant des heures après la fin du tremblement de terre. La piscine de l'Université d'Arizona, par exemple, a perdu de l'eau à cause d'une sèche causée par un tremblement de terre au Mexique qui s'était produit à 1200 km de là. Le 27 février 2010, un violent tremblement de terre s'est produit au Chili avec une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter.
En conséquence, la croûte terrestre de cette région a été déchirée de façon si spectaculaire qu'une ville du nom de Concepción s'est déplacée de 3 mètres vers l'ouest. Un autre tremblement de terre a entraîné le rétrécissement de 3 cm de la plus haute montagne au monde, le mont Everest. Cela s'est produit en 2015 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 a provoqué une réduction de plusieurs sommets de l'Himalaya. Les Japonais croyaient que les tremblements de terre étaient provoqués par le Namatsu, un poisson-chat gigantesque vivant dans la boue sous les îles japonaises. Le poisson s'agitait en tous sens, provoquant ainsi une activité sismique. Quant aux anciens Grecs, ils étaient persuadés qu'une puissante divinité marine, Poséidon, produisait les séismes en frappant la terre de son trident dans ses accès de colère. Selon la mythologie hindoue, enfin, ce sont 8 éléphants qui maintiennent la terre en place, eux-mêmes en équilibre sur le dos d'une immense tortue se tenant sur le corps enroulé d'un serpent encore plus grand. Et chaque fois qu'un de ces animaux bouge, un tremblement de terre. Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottant, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel, et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la 2e planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre, car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloignée du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière, et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps, si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable.
Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnant dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Les trous noirs sont les entités les plus énigmatiques de l'univers. Leur nature gloutonne leur permet de dévorer tout ce qui se trouve à proximité, leur taille augmentant avec chaque festin. Mais quelles sont au juste leurs dimensions ?
Nous allons voir ça de plus près. Pour donner naissance à un trou noir, il faut un immense effondrement gravitationnel. En règle générale, cet effondrement résulte de l'épuisement d'une étoile massive. Imaginez que le Soleil soit réduit à un diamètre d'environ 2 km, ou que la Terre, par compression, atteigne la taille d'un petit pois. Que résulterait-il de cela? Un objet incroyablement dense doté d'une immense force gravitationnelle. Un trou noir. Bien que nous n'imaginions généralement que des trous noirs colossaux, il est possible qu'il en existe de minuscules. Connus sous le nom de trous noirs primordiaux, ils pourraient être microscopiques, de la taille d'un atome. Ces entités anciennes pourraient même être antérieures aux atomes, être nées juste après le Big Bang. À l'époque, alors que l'univers était en plein bouleversement, même une particule un peu dense pouvait devenir un trou noir. Ces trous noirs de la taille d'un atome pèseraient aussi lourd qu'une montagne, et ceux dont les dimensions égaleraient celles d'une pièce de monnaie, aussi lourd que la Terre. Bien que fascinants, leur durée de vie serait brève en raison des températures extrêmes. Ils s'évaporeraient rapidement. Notre univers abrite la catégorie d'objets connus sous le nom de trous noirs stellaires. Leur masse est souvent plusieurs fois supérieure à celle du Soleil. Pour vous donner une idée, le poids du Soleil est un nombre hallucinant, comportant 30 zéros. Et le plus petit trou noir connu fait entre 2 et 4 fois le poids du Soleil. Il dérive dans l'espace à la recherche de proies cosmiques. Gaia BH1 est notre voisin le plus proche, avec une masse 10 fois supérieure à celle du Soleil. À une distance stupéfiante, M33X7, à quelques 3 millions d'années-lumière, consomme actuellement une géante bleue bien plus grosse que notre astre. Les trous noirs de masse intermédiaire sont plus grands encore. Ils atteignent leur taille en consommant de nombreuses étoiles, ou, souvent, en fusionnant avec d'autres trous noirs. Nous en connaissons un, assez impressionnant, dont la masse est 142 fois supérieure à celle du Soleil. Une paire de trous noirs a récemment été repérée dans une galaxie située à 17 milliards d'années-lumière de nous. Ils finiront un jour par fusionner, et leur interaction actuelle libère une énergie énorme. Mais les véritables mastodontes portent le nom de trous noirs supermassifs. La masse de ces géants cosmiques est des millions, voire des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. La nature colossale des trous noirs supermassifs est déconcertante. Comment ont-ils pu devenir aussi immenses dans un univers qui n'a que 14 milliards d'années? C'est là qu'interviennent les quasi-étoiles, ces titans stellaires hypothétiques qui éclipsent même les plus grandes étoiles connues à ce jour, comme Stephenson 218. Elles pourraient être nées dans les premiers jours de l'univers, avec des noyaux s'effondrant en trous noirs avant même d'être complètement formés. À l'intérieur d'une quasi-étoile, le trou noir nouveau-né se nourrit de la matière de l'étoile et grossit tout en maintenant un certain équilibre. Au cours de millions d'années, le trou noir gonfle et donne naissance au trou noir supermassif que l'on trouve souvent au centre des galaxies. Contrairement à ce que l'on croit, les galaxies ne tournent pas autour de ces géants. Par exemple, le cœur de notre Voie lactée abrite Sagittarius A étoile, un trou noir de 4 millions de masses solaires, soit 17 fois la taille du Soleil. Cependant, tous les trous noirs ne sont pas dormants. Celui de BL-LAC engloutit de grandes quantités de gaz et de poussière. Il y a aussi le trou noir de Messier 87, le premier à avoir été photographié. Celui-ci serait capable d'engloutir notre système solaire jusqu'à la ceinture d'Orion. Mais l'univers abrite des entités encore plus gigantesques, les trous noirs ultramassifs. Ces monstres éclipsent des milliers de galaxies et attirent tout ce qui se trouve à proximité. Au centre d'OJ 287 se trouve un trou noir pesant 18 milliards de masses solaires. Il est si vaste qu'un autre trou noir gravite même autour de lui. Enfin, voici Ton 608, le plus grand objet connu de l'univers, dont la masse dépasse 66 milliards de soleils. Sa luminosité dépasse celle de 100 000 milliards d'étoiles et est visible à 18 milliards d'années-lumière de distance. L'énigme? Nous observons Ton 618 avec un écart de 10 milliards d'années. Sa taille actuelle reste un mystère. Il est probablement beaucoup plus grand qu'on ne peut l'imaginer. Lève les yeux lorsque le ciel est clair la nuit. Tu y verras des milliers de petits points lumineux. Tu auras l'impression qu'ils sont stables et immobiles. Mais en réalité, ils sont constamment en mouvement. Dans 100 000 ans, les constellations n'auront plus le même aspect ou la même configuration que nous leur connaissons aujourd'hui. Et pense à toutes ces naines rouges, petites étoiles, planètes, corps spatiaux que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Les étoiles de type naine rouge sont particulièrement cool. Elles font généralement la moitié de la taille de notre Soleil et sont 10 fois moins lumineuses. Elles ne sont peut-être pas les objets les plus brillants dans le ciel, mais elles vivent pendant très longtemps.
Les réactions de fusion nucléaire se produisent dans les profondeurs du noyau des étoiles. C'est ce qui les fait briller. Les grandes étoiles libèrent d'énormes quantités d'énergie en consumant leur combustible stellaire. Mais ces étoiles ont tendance à brûler tout leur combustible en seulement quelques millions d'années. Les étoiles, comme notre Soleil, vivent généralement pendant environ 10 milliards d'années, mais les naines rouges n'utilisent pas autant de carburant. Leur lumière n'est pas aussi puissante et elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leur existence. Elles sont comme des voitures à faible consommation d'énergie. C'est pourquoi elles peuvent durer des centaines de milliards d'années. Certaines des plus petites peuvent vivre jusqu'à 10 000 milliards d'années. L'essentiel de l'hydrogène des étoiles similaires au Soleil n'est pas consommé. Il y a davantage de ce gaz dans l'atmosphère que dans le noyau de ces étoiles. Cela signifie que l'hydrogène ne participe pas de manière significative aux réactions de fusion. Mais c'est différent avec les naines rouges. Elles font circuler du plasma dans tout leur corps. Ces étoiles tirent des réserves d'hydrogène de leur couche extérieure vers leur noyau. C'est ce qui permet au processus de fusion de continuer. Un jour, dans un avenir lointain, les étoiles comme notre Soleil seront à court de combustible et s'éteindront. L'univers sera rempli de petites naines rouges. Elles n'auront plus assez d'énergie pour briller et éclairer l'espace qui les entoure. Nos descendants, s'il y en a, hériteront d'un cosmos sombre et obscur. En vieillissant, le Soleil atteindra une taille telle qu'il détruira les planètes de son voisinage. D'abord Mercure, puis Vénus et enfin nous. Il est possible que la Terre survive, mais à peine et pas pour très longtemps. Le Soleil la réduira en cendres en se rapprochant d'elle. Les planètes extérieures de notre système solaire survivront pour leur part, mais elles s'éloigneront encore plus loin dans l'espace. Le Soleil perdra une partie de sa masse à mesure qu'il augmentera en taille. Sa force gravitationnelle détermine les orbites des planètes. Lorsque notre étoile deviendra moins massive, l'attraction de sa gravité sera plus faible et les planètes extérieures le seront plus aussi, fortement liées au Soleil. Notre système solaire n'est pas isolé. Il y a beaucoup d'autres étoiles dans notre galaxie. D'ici 30 milliards d'années, les étoiles qui voyagent à proximité perturberont suffisamment nos planètes extérieures pour que certaines des plus grosses d'entre elles soient rapidement projetées hors de notre système solaire. La toute dernière planète restera dans les parages un peu plus longtemps, peut-être même 100 milliards d'années. Mais même celle-là finira par être expulsée du système solaire. Selon une théorie, l'eau de notre planète proviendrait en grande partie de météorites et de comètes chargées de glace, des boules de glace et de poussière gelée. En s'écrasant sur la Terre, des premiers temps, elles auront probablement apporté de l'eau nécessaire au développement de la vie. Mais ces mêmes objets qui ont pu créer la vie sur notre planète pourraient aussi causer sa fin. Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais plutôt de savoir quand. Et les scientifiques pensent qu'il est très probable qu'un astéroïde ou une comète de taille suffisante pour anéantir la vie sur Terre s'écrase un jour sur notre planète. Mais cela se produira dans un avenir lointain. Et heureusement, nous disposons de la technologie nécessaire pour prédire de telles choses et réagir à temps. Mais il y a d'autres collisions cosmiques que nous ne pouvons pas éviter, quoi que nous fassions. Andromède, notre galaxie voisine, se déplace vers le système solaire à une vitesse de 110 km par seconde. Il y a 2,5 millions d'années-lumière entre la Voie lactée et Andromède. Heureusement, notre voisine ne franchira pas cette distance de sitôt. Cela ne se produira que dans environ 4 milliards d'années. Une telle collision entre deux galaxies pourrait entraîner une véritable catastrophe pour nos descendants, si quelqu'un vit encore sur Terre, bien sûr. Les deux galaxies glisseront l'une devant l'autre, puis elles s'éloigneront jusqu'à ce que la force gravitationnelle commence à les rapprocher à nouveau. En fusionnant, elles perdront toutes deux leur structure en forme de disque et prendront l'aspect d'une grande galaxie elliptique. Cette galaxie a déjà reçu le surnom de Milkomeda. La Voie lactée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existera plus. L'espace est en mouvement constant, il change tout le temps. Les scientifiques ont imaginé plusieurs scénarios de ce qui pourrait arriver à l'univers dans le futur. Numéro 1, la grande déchirure. Selon cette théorie, l'univers va s'étendre à l'infini. À un moment donné, l'attraction due à son expansion deviendra plus forte que la force gravitationnelle qui assure son unité. Si cela se produit, cela déchirera les galaxies, les étoiles, les trous noirs et tous les autres corps spatiaux, y compris la Terre. L'univers se transformera alors en un ensemble de particules déconnectées. Jusqu'à il y a environ 5 milliards d'années, l'univers était en expansion lente à cause de sa puissante attraction gravitationnelle. Puis sa croissance est accélérée. Certains experts disent que cela s'est produit en raison des effets de l'énergie noire. L'énergie noire est la force mystérieuse qui constitue près de 70% de notre univers. Cette force le pousse à s'étendre plus rapidement au lieu de le ralentir. Donc, dans le cas du scénario de la grande déchirure, l'énergie noire l'emportera sur la gravité au point de pouvoir déchirer des atomes individuels. Scénario numéro 2, l'effondrement terminal.
il est possible que l'univers arrive à un point où il cessera de s'étendre. La gravité deviendra une force dominante. Elle pourrait même inverser l'expansion de l'univers. Alors le cosmos commencera à rétrécir, faisant entrer en collision des planètes, des étoiles et même des galaxies entières. À la fin, l'univers entier s'effondrera sur lui-même. Une fois que tout sera comprimé en un point infiniment petit, ce qu'on appelle en anglais le Big Crunch, l'univers pourra recommencer à s'étendre. Théorie numéro 3, la mort thermique. Brrr. Dans ce scénario, l'entropie augmentera jusqu'à ce qu'elle atteigne sa valeur maximale. L'entropie est en gros l'idée selon laquelle tout dans l'univers finit un jour ou l'autre par sombrer dans le désordre. Une fois que l'entropie aura atteint son maximum, la chaleur du système sera répartie uniformément. L'univers disparaîtra alors, car il n'y aura plus de place pour que la chaleur existe. Tout mouvement mécanique à l'extérieur de l'univers s'arrêtera. Le cosmos sera si vide et le gaz sera si rare qu'aucune nouvelle étoile ne pourra plus se former ni briller. Dans un tel cosmos, le temps ne sera qu'un vide sans fin. Cela signera la fin des planètes, des étoiles et des êtres vivants. L'univers entier sera gelé, sombre et immobile, car il n'y aura pas d'énergie permettant que les choses se remettent à fonctionner. Plusieurs milliards d'années après que les dernières étoiles se soient consumées et aient disparu, les trous noirs enverront un message indiquant que l'univers est arrivé à sa fin. Les trous noirs sont des zones dont l'attraction gravitationnelle est extrêmement forte, si puissante que rien ne peut y échapper. Ils peuvent être aussi massifs que 100 soleils. Quant aux trous noirs supermassifs, leur masse peut être supérieure à celle d'1 milliard de soleils. On trouve de tels trous noirs géants au centre de la plupart des galaxies. Comme tout le reste, les trous noirs connaîtront leur fin. Mais lorsque leur moment viendra, ils ne disparaîtront pas doucement dans la nuit. Les trous noirs feront leurs adieux dans d'énormes explosions de feux d'artifice, illuminant l'univers dans les derniers instants de leur existence. Ce sera la fin d'une ère entière. Les trous noirs survivent généralement en engloutissant les étoiles et le gaz qui s'approche d'eux. C'est par leur gloutonnerie qu'on les reconnaît généralement. Dans la plupart des cas, il y a un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Ce disque est constitué de tous les matériaux et particules qu'il aura déchirés et qu'il attire vers lui, comme lorsque l'eau tourbillonne dans une canalisation. À mesure que les matériaux et les particules se rapprochent, ils se déplacent de plus en plus vite. Cela génère de la chaleur, ce qui fait briller le disque d'accrétion. C'est là qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un trou noir. Ouais, les trous noirs ne sont pas très doués pour jouer à cache-cache. Les choses qui traversent l'horizon des événements d'un trou noir, qu'on appelle aussi le point de non-retour, sont perdues à jamais. Mais selon Stephen Hawking, il serait possible d'échapper à un trou noir. Il y a des particules qui bougent même dans le vide. Disons qu'une particule a une énergie positive et une autre une énergie négative. Si elles s'approchent toutes les deux d'un trou noir, il y a une chance que l'une tombe dedans tandis que l'autre s'échappe. Cela signifie que le trou noir a éloigné cette particule et elle a emporté une partie de la masse du trou noir avec elle. C'est ainsi que le trou noir peut commencer à rétrécir. Lorsqu'il commence à s'évaporer, il perd sa masse et devient progressivement plus petit. De plus en plus de particules commencent à s'échapper jusqu'à ce que toute l'énergie restante soit évacuée d'un seul coup. Dans le dernier dixième de seconde, il y aura un flash géant d'énergie et de lumière dans une très très petite région de l'espace et ensuite, tout aura disparu. Bang! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact.
La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes, ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. On pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température. C'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues. Une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants. Elle est 2 fois plus grande que la Terre, et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC.
C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Arrêtez un instant ce que vous êtes en train de faire et réfléchissez à ceci. Où allons-nous? Je ne parle pas seulement de vous ou de moi, mais de notre planète et de tout le système solaire. Nous voyageons dans l'espace depuis une éternité, mais ce voyage a-t-il un but ou une destination? Le système solaire se déplace à une vitesse de 725 000 km à l'heure. Notre belle Terre bleue est blottie à l'intérieur. Et il semble que notre région soit plutôt calme et sûre. Rien à voir avec les expériences terrifiantes que vivent nos voisins célestes. Mais où allons-nous? Nous contentons-nous de décrire un cercle gigantesque? Pas vraiment. Apparemment, notre galaxie et plusieurs galaxies voisines sont attirées vers une certaine région de l'espace. Celle-ci se trouve à environ 150 millions d'années-lumière. Mais le pire, c'est que nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement. Du coup, nous appelons cette zone le Grand Attracteur. Cet endroit étrange se trouve malheureusement de l'autre côté de la Voie lactée. Par conséquent, nous ne pouvons pas le voir. Cette région du ciel est connue sous le nom de zone d'évitement. Et cela explique en partie pourquoi le Grand Attracteur est si mystérieux. Cette zone se trouve dans la direction générale du centre de notre galaxie. Mais la poussière et le gaz y sont trop abondants pour que nous puissions voir loin dans le spectre visible. Mais les astronomes arrivent suffisamment à voir pour comprendre que notre galaxie, ainsi que ses voisines, se déplacent toutes vers le Grand Attracteur. Cela signifie que quelque chose doit les faire se précipiter dans cette direction. S'agirait-il d'un trou noir gargantuesque caché dans l'obscurité du cosmos, qui attire les objets vers lui et les dévore? Ou s'agit-il de quelque chose d'encore plus étrange et dangereux? Ce que nous savons avec certitude, c'est que cette chose est incroyablement massive. Pour la première fois, des preuves de l'existence du Grand Attracteur ont été découvertes dans les années 1970. À l'époque, les scientifiques ne disposaient pas de l'équipement nécessaire pour voir à travers la zone d'évitement. Cette région bloque la majeure partie de la lumière visible produite au-delà. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce gaz et cette lumière ne peuvent pas bloquer toute la lumière infrarouge et les rayons X. Ainsi, lorsque l'astronomie à rayons X est devenue plus puissante, il nous a été possible de jeter un coup d'œil aux objets qui se trouvent dans cette région. Il s'est avéré qu'il y avait un énorme superamas de galaxies dans la zone du Grand Attracteur. Il est aujourd'hui connu sous le nom d'amas de la règle. Cette énorme structure, composée de milliers de galaxies, a une masse d'environ 1000 milliards de soleils. L'amas de la règle est donc véritablement massif. Et les galaxies semblent se rapprocher de lui. Mais cela n'explique pas tous les mouvements dans cette région. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'encore plus déroutant. La masse du Grand Attracteur n'est pas suffisante pour expliquer l'attraction. Si nous regardons une image plus vaste des galaxies, il apparaît clairement que le Grand Attracteur et les galaxies qui l'environnent se déplacent vers quelque chose de plus grand encore. Ce mastodonte de l'espace est connu sous le nom de superamas de Shapley. Il se compose de plus de 8000 galaxies et est aussi massif que 10 millions de milliards de soleils, voire plus.
Ce superamas est le plus grand amas de galaxies connu dans un rayon d'1 milliard d'années-lumière. Et tout ce qui existe dans l'univers, la Terre, le système solaire et même le grand attracteur se rapproche de lui. Pour l'instant, les astronomes continuent de se renseigner sur le grand attracteur. Le télescope spatial Hubble se concentre désormais sur la région de l'espace où il se trouve. La plus grande galaxie visible dans la région de l'amas de la règle est SO 137-002. Il s'agit d'une galaxie spirale dont le bulbe est traversé par de grands nuages de poussière. Malheureusement, Hubble, qui est un télescope optique, ne peut pas voir la queue de rayons X qui s'échappe de la galaxie. D'une manière générale, il est difficile d'observer le grand attracteur dans les longueurs d'onde optiques. Le plan de la Voie lactée éclipse et masque de nombreux objets situés derrière elle. Et même si l'on peut obtenir quelques informations grâce à des observations dans l'infrarouge ou par radio, la région située derrière le centre de la Voie lactée reste un mystère presque entier. Attache ta ceinture, nous mettons le cap sur les endroits les plus bizarres de notre univers. Tu vas découvrir des phénomènes parmi les plus mystérieux auxquels peu de gens ont assisté. Récemment, des astronomes ont découvert que le trou noir supermassif au centre de notre galaxie natale, la Voie lactée, pourrait bien fuir. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius A étoile, et dont la masse est 4,1 millions de fois celle de notre Soleil, n'est pas un géant endormi comme on le pensait auparavant. Il pourrait être encore actif. Et la fuite enregistrée par les scientifiques pourrait être le trou qui rote en avalant des nuages de gaz. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Au cours de leurs recherches, l'équipe d'astronomes a eu recours au télescope spatial Hubble. Il les a aidés à repérer un jet semblable à la flamme d'un chalumeau. Il se détachait des nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau qui arroserait un tas de sable. Cela se produit souvent autour d'autres trous noirs actifs, entourés par toute la matière qu'attire leur immense attraction gravitationnelle. Une partie de ces matériaux est attirée dans le trou noir, mais une petite partie est rejetée vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz gigantesque s'approche trop près de notre trou noir supermassif, il est avalé, et le trou éructe alors de petits jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat des éructations qui se sont produites il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle géante de gaz chaud. Elle est alignée avec le jet qui s'étend sur plus de 35 années-lumière à partir de notre trou noir supermassif. Les astronomes soupçonnent que ce jet aurait pu s'enfoncer dans cette bulle de gaz et la faire croître. Maintenant, allons visiter d'autres endroits à couper le souffle de notre univers. Mais faites très attention, certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Comme cette étoile à neutrons surnommée pulsar de la Veuve Noire. Tout comme l'arachnide du même nom, il grignote son partenaire, une étoile naine brune plutôt légère. Plus ce pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus fait que son compagnon stellaire s'étiole. Si elles existent, les pattes nucléaires sont le matériau le plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière ressemblant à des spaghettis. Elle peut se casser, mais seulement si tu y appliques 10 milliards de fois la pression nécessaire pour briser l'acier. Que dirais-tu de visiter une planète où il pleut du verre ? Perso, je ne préfère pas. Cette exoplanète bleu vif semble paisible et légèrement familière. Ne trouves-tu pas qu'elle ressemble légèrement à la Terre ? Mais cette apparence charmante dissimule la nature terrifiante de la planète. Les vents soufflent à 8700 km/h à sa surface. C'est 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Il pleut du verre latéralement sur ce monde extraterrestre en fusion. Les tsunamis solaires sont un phénomène cosmique surnommé événement de terminaison. Ces tsunamis se produisent à l'équateur du Soleil. Des collisions cataclysmiques de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent toutes les décennies environ. Regarde ce corps spatial. Son surnom est l'Hyperion électrique. Ce satellite de Saturne est l'une des lunes au look le plus bizarre du système solaire. Mais son apparence n'est pas la chose la plus étrange.
Cette roche, semblable à de la pierre ponce et constellée d'innombrables cratères, est aussi chargée d'électricité statique et elle se répand dans l'espace. Regarde ça, une planète errante avec des aurores. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes errantes ont autrefois été projetées loin de leur étoile mère. Mais l'une d'entre elles, à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, mais avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores scintillantes dans l'atmosphère de la planète. Reste loin des trous noirs. Est-il nécessaire de le rappeler ? Oui, ils font partie des objets les plus périlleux de l'univers. Mais qu'en est-il des mini-trous noirs ? Contrairement à leurs frères et sœurs massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul de ces objets minuscules aurait la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à affirmer que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Ah, je parie que tu vas aimer notre prochain arrêt, une planète de glace brûlante. La lointaine exoplanète Gliese 436b, d'une taille comparable à celle de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace chaude. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau, connus sous le nom de glace X, qui restent solides malgré les températures étouffantes. Si tu aimes les bijoux, ce prochain monde est fait pour toi, une planète de diamants. À environ 4000 années-lumière de la Terre, il existe une planète qui pourrait bien être qu'un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin et cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est faite de diamants. Des lunes en orbite autour d'autres lunes pourraient bien exister, ou pas. Les astronomes ne sont pas encore d'accord sur ce point. Les planètes orbitent autour des étoiles et les lunes orbitent autour des planètes. Mais alors, pourquoi ne peut-il pas y avoir des lunes de lune, également connues sous le nom de sous-satellites, sous-lunes ou lunettes ? Les chercheurs affirment que les sous-lunes pourraient bien exister. Mais la lune haute doit être suffisamment massive, la sous-lune suffisamment petite, et il doit y avoir une vaste distance entre ces lunes et la planète haute. Maintenant, nous t'emmenons dans la galaxie des fossiles cosmiques. DGSAT-1 est aussi grande que la Voie lactée, mais elle semble presque invisible car ces étoiles sont réparties de façon incroyablement éparse. Mais ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle trône absolument seule, contrairement aux autres galaxies de ce type. Celle-ci se trouve généralement dans des amas galactiques. Cela pourrait signifier que DGSAT-1 s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Et si c'était vrai, cette galaxie serait un véritable fossile cosmique. Maintenant, tu ne pourras pas tellement admirer le prochain phénomène spatial. Et cela parce que les gens ne peuvent pas percevoir la lumière infrarouge. Or, le phénomène dont nous parlons est un flux infrarouge provenant de l'espace. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent généralement des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes y ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. Ce signal a probablement été généré par un disque de poussière entourant l'étoile, mais cette théorie n'a pas encore été démontrée. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper remplie d'immenses objets glacés. Mais le plus curieux dans cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils possèdent est que Neptune pourrait cacher à notre vue une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9 et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Rendons maintenant visite à notre étoile. Mais nous devons faire attention à ne pas nous approcher de trop près, car l'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile même. Alors qu'à la surface, les températures atteignent 5500 degrés Celsius, la haute atmosphère se réchauffe à des millions de degrés.
Voyons combien d'objets en forme de spirale tu vas pouvoir trouver autour de toi en ce moment. Je parie qu'il y en a plus que tu ne le penses. Une spirale est peut-être cachée dans les pétales de tes plantes d'intérieur. Une spirale se trouve probablement dans le coquillage que tu as rapporté de ta dernière sortie à la plage. Si aucun de ces objets ne figure dans ton environnement, va juste vers un miroir et tourne-toi un peu sur le côté. Au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué, même nos oreilles ont la forme d'une spirale. Pourquoi la nature semble-t-elle avoir une telle prédilection pour cette forme ? De nombreuses théories tentent d'expliquer ce phénomène étrange. L'une d'entre elles est basée sur la séquence de Fibonacci. Au départ, ce mathématicien italien ne s'intéressait pas vraiment aux spirales. Il étudiait les lapins lorsqu'il a eu l'idée de cette théorie. Fibonacci a inventé une séquence pour résoudre un problème de croissance d'une population de lapins. Recréons son expérience. Si on place un couple de lapins dans un espace clos, combien de couples de lapins y trouvera-t-on au bout d'un an ? Pour résoudre ce problème, Fibonacci a posé quelques conditions à son expérimentation théorique. Tous les lapins doivent naître par paire, un mâle et une femelle. De plus, les lapins peuvent commencer à se reproduire après un mois. Par ailleurs, chaque couple de lapins produit une paire de petits chaque mois. Et enfin, aucun des lapins ne meurt avant la fin de l'année. À partir de ces hypothèses, Fibonacci a établi la séquence suivante. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 et ainsi de suite. Les deux premiers nombres de la séquence, 1, 1, représentent le couple initial de lapins. Le nombre suivant, 2, représente le nombre de couples de lapins après le premier mois. Un couple de lapins de départ plus un couple de petits. Le quatrième chiffre, 3, correspond au nombre de couples après le deuxième mois. Deux couples des lapins initiaux plus un couple de descendants. Et ainsi de suite. Il s'est aperçu rapidement que sa série était constituée de chiffres dont chacun était la somme des deux précédents. De nombreux autres mathématiciens se sont penchés sur cette séquence au fil des années. Ils ont rapidement été surpris de découvrir que ce système se retrouvait dans de nombreuses structures naturelles, telles que la disposition des feuilles sur une tige et celle des graines sur un tournesol. Si tu ne comprends pas pourquoi il en est ainsi, prends une feuille de papier et un stylo. Ensemble, nous allons essayer de dessiner la spirale de Fibonacci. Tu devras commencer par un petit cercle au centre de ta feuille, puis dessiner des cercles plus grands autour, sans lever le stylo de la feuille, en utilisant les chiffres de la suite de Fibonacci. Par exemple, le premier cercle a une largeur de 0 unité, le deuxième cercle a une largeur de 1 unité, le troisième cercle de 1 unité, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que nous ajoutons des cercles, ils s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres pour former une spirale. La spirale devient de plus en plus grande, mais elle suit toujours le même modèle basé sur la séquence de Fibonacci. Un autre spiraliste célèbre s'appelait James Bell Pettigrew. Ce naturaliste écossais était fasciné par le mystère des spirales qu'il remarquait presque partout dans la nature. Il les a étudiées à toutes les échelles, des nébuleuses géantes de l'espace aux minuscules molécules. Malgré ses recherches, il ne parvenait pas à comprendre l'origine de la spirale. Il était persuadé qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène physique et que les organes des plantes et des animaux n'avaient pas seulement la forme d'une spirale, mais qu'ils fonctionnaient également de manière spiralée. Au centre de ses travaux sur cette forme unique se trouvait le cœur humain. Pettigrew pensait que la structure en spirale du cœur était le mystère de tous les mystères. Il estimait également que cette configuration était à l'origine des contractions musculaires et de la façon dont le sang semblait circuler dans nos cœurs. La raison pour laquelle la spirale semble être omniprésente est peut-être très simple, son efficacité. Prenons l'exemple du banal tournesol. Il a trouvé un moyen de présenter ses graines afin de les exposer au soleil de manière uniforme, sans perdre d'espace et sans être limité dans sa croissance. Les escaliers en colimaçon sont également un bon exemple. Ils sont tout simplement plus pratiques. Il est plus facile de les monter et ils prennent moins de place que les escaliers habituels. Nous sommes également plus enclins à remarquer cette forme que d'autres. En effet, une forme en spirale, ou ses proportions, est plus esthétique pour l'œil humain. C'est la raison pour laquelle les architectes d'intérieur, les artistes ou les illustrateurs utilisent souvent ces principes dans leur travail. Le symbole de la spirale est également le plus ancien que l'on trouve sur tous les continents civilisés.
Certains historiens sont convaincus que, dans l'art asiatique, la spirale pourrait représenter le soleil, car elle a été retrouvée sur des tuiles de toit datant de la dynastie Tang, près de l'ancienne ville de Chang'an. Les scientifiques supposent qu'il représente le cycle de la vie, la façon dont nous passons et renaissons d'une manière ou d'une autre. C'est probablement parce que dans certaines civilisations anciennes, les gens croyaient que le soleil naissait chaque jour, s'éteignait chaque nuit et renaissait le matin suivant. Tu as peut-être aussi remarqué que la spirale est un symbole associé à l'hypnose et à l'étourdissement. Il n'existe aucune preuve réelle que l'on puisse hypnotiser quelqu'un en lui faisant fixer une spirale pendant un certain temps. Mais ses effets sur notre capacité à nous concentrer et sur nos nerfs optiques sont évidents. Après avoir fixé une spirale en rotation pendant un certain temps, on remarque que les objets deviennent plus petits ou plus grands en fonction de la direction de la spirale. Il est facile de comprendre pourquoi certains ressentent cette sensation comme hypnotisante. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'ADN est sa forme en spirale. C'est ce qu'on appelle la double hélice. La double hélice se forme lorsque deux brins d'ADN s'enroulent l'un autour de l'autre, comme une échelle qui se forme en spirale. Cette forme est essentielle pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, la forme en spirale permet à l'ADN d'être compact et efficace. La double hélice peut contenir une grande quantité d'informations génétiques dans un minimum d'espace, ce qui permet aux cellules de stocker de vastes quantités de matériel génétique dans un périmètre restreint. Deuxièmement, la forme en spirale permet à l'ADN d'être flexible et de réagir aux changements de notre environnement. Comme la double hélice est composée de deux brins qui peuvent se déplacer l'un par rapport à l'autre, notre ADN peut changer de forme. Enfin, la forme en spirale de l'ADN lui permet d'interagir avec d'autres molécules dans la cellule. Prenons une vue d'ensemble. Je veux parler de la plus grande d'entre elles, celle des galaxies que l'on trouve dans notre univers. Elles ont également la forme d'une spirale en raison de leur rotation et de la présence de matière noire. Lorsque la galaxie tourne, les étoiles et les nuages de gaz qu'elle contient se déplacent de façon circulaire autour de son centre. Ce mouvement crée une forme de spirale car les étoiles et les nuages de gaz sont attirés vers le centre de tout le système. En outre, la présence de matière noire, qui est un type de substance qui n'interagit pas avec la lumière, crée des forces gravitationnelles qui contribuent à donner à la galaxie la forme d'une spirale. Mais il n'est pas nécessaire de chercher aussi loin pour comprendre l'importance des spirales. Ton tire-bouchon a lui aussi la forme d'une spirale, car il te permet d'ouvrir plus facilement la bouteille de vin. La vis que tu as plantée dans le mur pour accrocher un tableau est également en forme de spirale. Celle-ci lui confère une adhérence et une stabilité accrue. Tu as un carnet de notes sur ton bureau ? Ces pages sont peut-être maintenues ensemble par un fil métallique spiralé. Cela permet de feuilleter plus facilement le carnet sans en abîmer les pages. Même les cheveux peuvent avoir une forme bouclée. Plus ils sont bouclés, plus ils sont secs. Cela signifie que le sébum du cuir chevelu se dépose plus lentement sur la mèche, ce qui facilite l'entretien et le nettoyage. Si tout cela t'a un peu tourné la tête, repose-toi. On a fait le tour du sujet.